que j'ai le plaisir d'ouvrir le colloque en présentant ce symposium sur les littératies numériques adolescentes. Mais je dois préciser que nous l'avons préparé et coordonné avec Thierry Soubrier. Et la préparation du symposium a été faite vraiment en collaboration avec les 3 intervenantes que nous remercions vivement d'avoir accepté de consacrer du temps à ce travail. Donc nous sommes vraiment heureux d'avoir pu rassembler 3 chercheuses issues de domaines différents, mais qui orientent tout ou partie de leurs recherches sur les pratiques de lecture-écriture avec le numérique de public adolescent. Avec un regret, cependant, la présence à distance de Magali Brunel, qui n'a pas pu faire le déplacement et qui est ici, que l'on peut voir et qui va faire sa présentation à distance. Et un autre regret, l'absence de Nadia Maillard, qui devait intervenir avec Violaine Bigot, mais qui n'a pas pu faire le déplacement pour des raisons de santé. Donc pour commencer, quelques mots de présentation de chacune des intervenantes. Alors, tout d'abord, Elisabeth Schneider, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Caen, qui a réalisé il y a quelques années une recherche doctorale en géographie et en sciences de l'information et de la communication, portant sur les usages de l'écrit des lycéens. Et ces travaux se situent au croisement donc, de ces 2 disciplines et questionnent la dimension spatiale des littératies contemporaines en mobilité dans un continuum hors ligne, en ligne. Violaine Bigot, tout à fait à droite, enfin à ma droite, est maître de conférence en sciences du langage et didactique des langues à l'Université Sorbonne Nouvelle et membre du laboratoire d'ILTEC. Et ces recherches s'appuient sur les cadres de l'analyse de la linguistique interactionnelle et de la sociolinguistique pour étudier des situations de socialisation plurilingue en contexte institutionnel. Et depuis 2014, elle étudie avec Nadia Maillard les pratiques de littératie numérique de jeunes filles à travers leurs récits autobiographiques postés en épisodes sur Internet. Nadia Maillard, qui donc n'a pas pu être là aujourd'hui, est maître de conférence à l'Université d'Angers en sciences du langage et didactique du FLE également, et membre du laboratoire CIRPAL. Ses recherches portent sur la didactique de la littérature dans l'enseignement du français langue étrangère et seconde, les dimensions plurilingues et pluriculturelles des interactions en classe, et elle travaille donc aussi sur les littératies numériques avec Violaine Bigot. Enfin, Magali Brunel, qui est maître de conférence, donc ici, en didactique de la littérature à l'ESP de l'Université Nice Sophia Antipolis, membre du groupe de recherche LINE et de LitExtra, et qui expérimente de nouvelles pratiques d'enseignement intégrant les outils numériques et qui cherche à adapter les pratiques sociales, culturelles, numériques dans le contexte scolaire. Alors, après cette présentation des intervenantes, quelques mots sur la carte qui se trouve dans votre pochette, qui vous a été, donc oui, ressortez la pochette et la carte. Donc c'est... Comment on peut mettre le mot de passe ? Voilà, c'est la carte qui doit la clé d'entrée, voilà, la carte qui devrait vous permettre, vous offrir une grille de lecture pour l'écoute des différentes communications de ce symposium, puisque nous l'avons coélaboré avec les différentes intervenantes. Donc, pour l'élaborer, nous avons lu les textes quelques textes de chacune et relevé ensemble ce qui nous semblait être les dimensions essentielles des problématiques liées à l'objet qui nous intéressait. Et alors, il y a une bibliographie de ces textes à l'envers de la carte. Et ensuite, donc, nous avons eu 2 réunions en visio, au cours desquelles nous avons cherché à dégager les grands axes, les grandes orientations de recherche qui nous semblaient pouvoir rendre compte des travaux des 4 chercheuses qui étaient impliquées. Il s'agit donc des 4 grandes branches de la carte. Déjà là, représentation, enjeu et caractérisation. C'est bon, vous y êtes tous. Voilà.
Chaque présentation convoquera plusieurs branches de la carte et développera les idées évoquées par plusieurs mots-clés. Une même branche et un même mot-clé pourront être convoqués dans 2, voire même 3 interventions. Alors, quelques mots sur ces différentes branches, sur ces différentes orientations. Le déjà là. Le déjà là implique notamment qu'il y a une historicité de certaines pratiques. Cette branche renvoie à l'idée qu'il y a derrière ou en amont des pratiques observées d'autres pratiques de lecture-écriture existantes sur lesquelles s'appuient celles que l'on observe, des pratiques littéraires qui fondent les chroniques ou les fanfictions, des pratiques adolescentes d'écriture avec le numérique qui fondent d'autres pratiques que l'on observe, et enfin des pratiques scolaires sur lesquelles on va s'appuyer pour détourner, exploiter de nouvelles pratiques d'écriture. En ce qui concerne les représentations, cette branche renvoie aux représentations que les études réalisées peuvent faire évoluer, questionner, représentation donc à propos des adolescents et de leur pratique d'écriture ou à propos du rapport à l'écrit et au texte de ces adolescents. Et également représentation des enseignants sur les textes de ces adolescents. La branche caractérisation est la plus fournie, bien évidemment, puisque en s'intéressant aux littératies numériques adolescentes, on porte attention à des pratiques et aux productions issues de ces pratiques en termes de genre, notamment, que l'on va chercher à caractériser. Dans cette branche de la caractérisation se trouve également celle des objets techniques qui vont déterminer, orienter, permettre des pratiques littéraciées. Par exemple, la possibilité sur Facebook de publier quotidiennement des épisodes sur le fil d'actualité pour des chroniques et en même temps la fonctionnalité album qui va permettre de regrouper toutes les productions pour en faire un vrai récit. Ou encore sur les sites de fanfiction, des espaces de commentaires dédiés qui permettent au lecteur d'adopter un point de vue critique sur ce qu'il lit et donc d'adopter peut-être une position méta. Le méta, donc la dimension méta, renvoie à la fois à la distance que prennent les apprenants par rapport à leurs écrits ou aux écrits de leurs pairs dans le cadre d'activités scolaires et également aux traces d'activités métascripturales qui transparaissent dans les récits des auteurs de chroniques et de fanfiction. Les enjeux, je ne m'attarde pas dessus, la branche est transparente, c'est ce qui a trait à la construction de l'identité, des relations, des compétences, de l'espace social. Concernant enfin les questions méthodologiques, chacune évoquera ses partis pris à la fois au niveau des démarches de recueil et d'analyse des données, qui ne sont pas les mêmes, bien évidemment. Et voilà, pour terminer, quelques mots sur l'ordre de présentation des communications, des conférences. Nous allons entendre, toutes portent, vous l'aurez compris, sur des pratiques sociales de lecture-écriture avec le numérique, avec une perspective didactique plus ou moins présente. Et nous avons convenu de partir du point de vue le plus englobant, celui d'Elisabeth Schneider, qui adopte une approche ethnographique des pratiques de lecture-écriture des adolescents en lien avec la question de la spatialisation. Avec l'intervention de Violaine Bigot, ensuite, on se penchera sur un genre de production numérique qu'elle et Nadia Maillard se sont efforcées de décrire, et les chroniques Facebook, qui rendent compte de compétences numériques évidentes de leurs autrices, mais aussi de leurs lectrices. Enfin, Magali Brunel terminera, elle nous parlera de certains genres d'écrits numériques, comme les fanfictions, pouvant être exploités dans une perspective didactique en classe, grâce à ce que l'on peut appeler une secondarisation de ce genre social pour en faire un genre didactique. Voilà, j'en ai terminé et je laisse la parole à nos intervenantes. D'abord à Elisabeth Schneider. Merci. Voilà. Donc tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Merci de l'invitation. Merci à Charlotte et à Thierry du travail du symposium, qui était un vrai travail de réflexion collective.
Donc ce que je vais effectivement vous présenter cet après-midi, c'est la manière dont j'aborde la question de lecture-écriture des adolescents. Et en quoi est-ce que ça peut soulever des questionnements du côté de la didactique. Alors, un simple mot d'introduction concernant cette première diapo. Littératie numérique adolescente, je dois dire que littératie numérique n'est pas un terme qu'une expression en tout cas que j'utilise, ou dans laquelle je me reconnaîtrais vraiment, mais bon, ça serait un objet de discussion. Je serais plutôt sur la littératie, tout simplement. Et mon angle d'attaque va être effectivement du côté de la spatialité et des dispositifs techniques, mais je vais y revenir tout de suite. Alors déjà, c'est pas... Voilà, c'est bon. Alors, dans mon intervention, je vais avoir en fait 3 temps qui correspondent aussi à des éléments que vous avez sur cette carte, hein, pour pouvoir arriver à avoir les axes structurants de nos présentations. Dans un premier temps, je vais vous proposer mon positionnement, et parce que je pense que c'est important d'avoir les concepts et les notions avec lesquels je travaille, parce que je vois que tout le monde est en train de lire, donc je préfère... on va attendre. Le deuxième temps, ça va être très rapidement de vous proposer des résultats qui sont donc du côté de la caractérisation des pratiques de littératie des jeunes. Et puis, dans un troisième temps, et ça sera le dernier, ça sera ce qui relèverait des représentations et que moi j'ai décidé de nommer des points de vigilance autour de ces questions-là. Donc, premier temps, mon positionnement. Donc, je suis dans une approche ethnographique des pratiques littéraciques, avec une conception de l'écriture et de la lecture assez particulière, fondée dans une conception anthropologique de la littératie, dont je rappelle là quelques éléments spécifiques, enfin en tout cas éléments clés. C'est vrai que je ne suis pas dans la conception de la littératie égale des compétences, en tout cas pas cette vision, pas premièrement cette vision, c'est une vision importante, mais d'abord dans une approche plus culturelle qui prend en compte les valeurs, les objets, les techniques, les pratiques qui organisent notre rapport à l'écrit et qui finalement organisent notre vie en société tout simplement. La question que je me suis posée dans ma recherche doctorale, mais que je continue à me poser, c'est quelle place cette écriture et cette littératie a dans la vie adolescente contemporaine, quels que soient les supports. Donc je suis dans une conception de l'écriture-lecture qui se situe dans un continuum technique. Alors, dû à l'interopérabilité, à savoir qu'aujourd'hui, quand on écrit sur un ordinateur, on peut publier un post sur Facebook, le partager aussitôt le partager, pouvoir le copier-coller. Enfin, on a une facilité technique qui fait que l'on va passer d'un support, d'un dispositif technique à un autre, quasiment sans s'en rendre compte. Et là, on a un continuum technique qui semble s'organiser. Dans un continuum culturel, étant donné qu'on a une écriture qui n'est pas dans une représentation, je ne suis pas dans une conception où il y aurait des pratiques d'écriture qui seraient des pratiques d'écriture standard, des questions de normes. Là, on est sur un principe d'écriture ordinaire qui, je crois que ça a été cité... Le nom de Daben, ou en tout cas qui est très présent, qui a été présent dans nos discussions du symposium, l'écriture, elle se pense dans un continuum. Et la question de la translittératie permet de combiner et la question technique et la question de l'écriture dans un continuum, de l'écriture ordinaire, puisqu'il s'agit de l'habileté à agir et à interagir, à écrire par le biais d'une variété de plateformes, d'outils, de moyens de communication, etc. Et que aujourd'hui, lire et écrire, c'est le faire dans cette variété d'écriture imprimée, papier, manuscrite, mais aussi électronique, sur une variété de supports. Alors, cette façon d'aborder la lecture et l'écriture, je le fais à partir des sciences de l'information et de la communication et de la géographie. Donc, en mobilisant 2 aspects, c'est ces 2-là simplement que je vais pointer cet après-midi, mais qui me semblent absolument essentiels pour penser les pratiques d'écriture aujourd'hui. La première, c'est la spatialité.
Alors, en fait, dans la conception même de la littératie, l'écriture, c'est la spatialisation de la pensée. C'est une spatialisation du langage. C'est le fait de pouvoir mettre sur un plan, dans l'espace de la page, tout simplement, déjà une pensée. Et cette spatialité, on va la retrouver sous diverses formes. C'est aussi un être humain qui est dans une posture physique quand il écrit, quand il lit. Et là, chaque activité humaine, en fait, est spatialisée. Elle s'inscrit dans un lieu, dans un espace. Voilà. On est bien quelque part quand on lit et quand on écrit, et on produit bien quelque chose qui va être diffusé quelque part à un certain moment. Cette spatialité, elle va se comprendre aussi parce que quand on écrit, on produit un espace. Voilà. On produit un espace privé quand on est dans une relation épistolaire. On peut être dans un espace collectif, quand on publie sur le mur d'un ami ou qui va être vu par d'autres. Et en fait, ma manière d'approcher l'écriture est de se dire, mais finalement, est-ce que cette spatialité-là, il ne faut pas essayer de la conceptualiser un petit peu plus, essayer de la réfléchir pour vraiment voir ses enjeux. Et en fait, dans ma manière d'aborder, donc dans mes enquêtes, là, vous avez une photographie qui est finalement certainement peu visible, peu lisible pour vous. Il s'agit d'une photo d'un adolescent qui a publié sur son compte Facebook. Alors, il a changé sa photo de profil et il se représente en train de dessiner, parce qu'il se voulait dessinateur de BD. Il s'est fait prendre en photo par un de ses camarades. Il a publié la photo et cette photo va donner lieu à des commentaires. Et là, on a cette question de la spatialité qui est très présente. C'est-à-dire, il prend le parti de se photographier dans un lieu emblématique pour lui, qui est à son bureau, qui reprend tous les objets un petit peu, on va dire, emblématiques du dessinateur. Il le publie sur son compte Facebook. Il est encore un autre espace qui est public, alors que son bureau était privé. Et on va avoir un ensemble d'une écriture de relation qui va se faire par le biais des commentaires. Et quand on observe ces pratiques d'écriture, on s'aperçoit qu'il y a des agencements provisoires. C'est-à-dire que c'est pas simplement l'écriture en tant que résultat qui est intéressant, mais c'est comment est-ce que dans chaque espace, ou à chaque fois qu'on va utiliser l'écrit dans un certain espace, eh bien, on va faire varier la situation, on va faire varier l'activité, et que là, il y a des choses à analyser. La deuxième dimension que je prends en compte, c'est l'environnement technique, c'est-à-dire le dispositif technique que l'on utilise quand on écrit, quand on lit, quand on publie, quand on va stocker de l'écrit, etc. Avec cette notion très importante qui nous vient de la sociologie des usages, pour faire simple et rapide, c'est qu'un dispositif technique n'est pas neutre. Il va conditionner, il va rendre possible, ou il va contraindre notre activité de lecture-écriture, et qu'il faut tenir compte des fonctionnalités de cet outil pour voir en quoi ça va modifier, ça va sémantiser, ça va médiatiser ce que l'on lit ou qu'on écrit. Alors je passe à la caractérisation des pratiques d'écriture que j'ai pu observer. Donc les résultats viennent de la recherche doctorale que j'ai faite auprès de lycéens, et puis de recherches que j'ai menées plus récemment, qui sont sur des pratiques de lecture-écriture sur le site fanfiction.net, sur le site Wattpad. Et puis aussi parce que j'ai des étudiants qui travaillent sur ces questions-là, et on essaye de mutualiser les travaux et les observations. Donc on se rend bien compte que les pratiques de lecture-écriture qui sont actuellement faites par les adolescents contribuent bien à ces processus de socialisation et d'individuation. Je vais revenir dans la diapo d'après, donc je laisse pour l'instant. Ça contribue à un développement de compétences, mais ces compétences, elles sont plurielles et elles sont très hétérogènes. On a des compétences sociales, des compétences qu'on peut dire psychosociales, on a des compétences linguistiques, mais ça va être aussi le lieu possible d'inégalité, dans la mesure où va entrer en ligne de compte le capital social, le capital culturel, et la manière dont on va pouvoir jouer avec les dispositifs techniques. Autre élément de caractérisation, c'est cette lecture-écriture, elle est bien un organisateur de la vie adolescente.
elle va permettre l'émergence de l'activité adolescente et elle va permettre la continuité de l'activité. Comme vous l'avez vu dans l'exemple qui précède, on voit bien qu'on a une lecture-écriture, là, en l'occurrence plutôt une écriture, qui se joue à différents moments. Le moment où lui-même est en train de dessiner, le moment où il publie, qui est une forme d'écriture, le moment où on commence à commenter, et à chaque fois, on a une série d'activités individuelles ou sociales qui vont s'enchaîner, qui vont se nourrir mutuellement et qui vont donner lieu à une forme de production sociale continue. Et c'est pour ça que je parle de sujet adolescent dans la mesure où le jeune n'est pas simplement un utilisateur de plateforme, mais cela va contribuer à le faire grandir. Réellement, c'est ça. On observe bien une différenciation selon les plateformes, c'est-à-dire que, alors que ce soit voulu dans un premier temps, que ce soit une réflexivité qui s'installe, progressivement, les jeunes vont adapter leur écriture en fonction des plateformes et vont choisir les plateformes. Là, l'exemple que j'ai inséré, c'est une plateforme de jeu de rôle dans lesquels les jeunes rédigent des fiches scénarios, des fiches personnages, ils testent. Ils vont faire des écritures longues, élaborées. Et c'est vrai que là va entrer en ligne de compte toute la question du détournement, c'est-à-dire naturellement, on pourrait penser que le blog correspond mieux à des écritures longues, et puis on le verra, alors qu'en fait, ça peut très bien se jouer sur des réseaux sociaux avec des formes a priori plus courtes. Et le dernier résultat sur lequel je vais insister, parce que c'est celui que j'ai pu mettre en valeur et que je trouve radicalement nouveau, parce que je suis très méfiante avec tout ce qui est le terme d'innovation, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très inédit, malgré tout, dans l'écriture avec le numérique, c'est la question de la mobilité. C'est-à-dire que l'on peut écrire aujourd'hui, quel que soit l'endroit, et qu'on va avoir même des mobilités diverses qui vont se combiner. C'est-à-dire que soi-même, on marche en écrivant, en envoyant des SMS, mais on va peut-être publier un post sur un réseau social, on va nous répondre, et à notre mobilité qu'on dira topographique, c'est-à-dire on écrit pendant qu'on se déplace, il va y avoir une autre mobilité sociale qui est en train de se jouer à cause de ce qu'on est en train de déposer en ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a une combinaison de mobilité qui va densifier des relations, qui va densifier aussi une activité des jeunes. Alors vous me direz qu'effectivement ça, aujourd'hui c'est assez partagé dans l'ensemble de la société, les adultes aussi, nous faisons ça. Mais c'est vrai qu'à cause des enjeux de socialisation et d'individuation, ça prend un sens particulier à l'adolescence. Donc c'est un point sur lequel je reviens, c'est la question des processus de construction identitaire. La socialisation, c'est bien comment est-ce que progressivement, au fil du temps, à la fois je m'affilie à des groupes qui vont devenir mes groupes d'appartenance, c'est-à-dire je m'intègre, j'apprends à faire avec les autres, j'apprends à faire société avec les autres, et puis je m'individue, c'est-à-dire j'apprends à me positionner et à me distinguer des autres. Et en fait, par l'écriture, en ligne et hors ligne, très clairement, le moment de l'adolescence, les jeunes... Non, je vais mettre ma phrase dans le bon ordre, parce que très clairement, les jeunes utilisent les supports numériques pour arriver à faire ça à l'adolescence. Pas forcément de manière très réfléchie au départ, mais c'est une réalité. Un des enjeux sur un processus de construction identitaire, c'est la scripturalisation des relations. Et comme la mobilité, ça, je le trouve assez inédit. C'est-à-dire que, avec l'avènement des réseaux sociaux, et en particulier Facebook, pour la première fois, les relations sont scripturalisées, c'est-à-dire qu'elles sont écrites quelque part. Un tel devient ami avec un tel. Avant, on ne l'écrivait pas. Voilà, c'était pas dès que vous étiez en contact avec quelqu'un, ça n'était pas écrit quelque part. Là, c'est écrit, et du coup, on va voir toute la dynamique aussi des relations qui va s'écrire, qui va se transformer. Avec, là, je reviens à la géographie, cette possible question de fabrication de territoire, c'est-à-dire comment est-ce que par le jeu de cette scripturalisation, je vais exclure les autres, ou bien au contraire, je vais me rapprocher des autres. Il y a des techniques, il y a des manières de faire, comme il y en a dans la vie hors ligne, et une vie qui ne serait pas, qui ne passe pas par l'écriture numérique, mais là, la trace reste et surtout la visibilité est organisée.
Alors maintenant, j'arrive au troisième et dernier point de mon propos, qui relève des points de vigilance, hein, de ce qui pourrait être des représentations, que je vais noter plutôt des préconceptions. Voilà, et encore, je suis encore pas satisfaite du terme. La première, c'est que, voilà, une série d'affirmations, c'est que parfois on entend, oui, mais de toute façon, ça c'est pas bien grave, le numérique, ce n'est qu'un outil. L'écriture, c'est du moment qu'on utilise l'un ou l'autre. C'est facile, c'est pratique. Et une autre chose qui est corollaire, qui va souvent avec, hein, c'est l'affirmation que le numérique, ça permet enfin l'effacement des distances et des frontières. On peut écrire à n'importe qui, n'importe quand, etc. Asynchrone, tous ces termes-là. En réalité, je suis désolée, j'ai un petit souci d'animation, cette désintermédiation apparente est, à mon sens, illusoire. Elle n'est qu'apparence. Parce que tout dispositif technique va organiser un rapport à l'écriture et va médiatiser des contenus et des interactions. On a l'impression que l'on passe d'un dispositif technique à un autre, les choses sont transparentes. En fait, chaque dispositif va médiatiser à sa façon. On a un rapport au temps qui se construit différemment en fonction des dispositifs, et quand on combine l'ensemble, je pense que vous connaissez Hartmut Rosa et son ouvrage sur l'accélération, une critique sociale du temps, dans lequel il pose bien cette question d'un effacement des frontières, d'un effacement des limites temporelles, etc., qui nous met dans un espèce de vertige. Là, il y a des choses à questionner. C'est qu'à la fois, on est dans cette accélération, tout est possible tout le temps, et en même temps, chaque dispositif a bien son poids. Et le dernier élément qui est c'est dommage parce que du coup vous n'avez pas je ne sais pas ce que j'ai fait, vous n'avez pas la suite, mais hop, excusez-moi, je reviens là. Le dernier point pour bien dire qu'il n'y a pas que l'outil n'est pas, le numérique n'est pas qu'un outil, c'est la question du rapport au texte. On a une évolution dans le rapport au texte. On a une évolution dans la fonction sociale du texte. Étant donné qu'aujourd'hui, le texte, c'est non seulement le contenu, mais c'est aussi toutes les relations qui s'établissent autour de ce texte-là. C'est toute la dimension sociale, toute la socialisation de ce texte-là qui va en fait le densifier, hein, qui va se superposer au texte et qui va changer notre rapport au texte. Je l'utilise plus tard, mais je le dis simplement là. Par exemple, dans Wattpad, on voit bien, ou même sur Facebook, on voit bien comment parfois il va y avoir des publications de textes. Et ce qui est commenté, ce n'est pas tant le texte que le fait d'avoir publié un texte ou la personne qui a publié le texte. C'est-à-dire, on publie un long texte sur lequel on met beaucoup de soi et la réponse c'est « je te kiffe, t'es trop belle ». Voilà. Donc je caricature un peu, je suis désolée, mais c'est vrai que du coup, le déplacement, il y a un déplacement sur qu'est-ce qui finalement construit le centre de l'activité. Dernier élément mais décidément, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ou alors, bon, je vais le dire que c'est la faute de la machine. Je suis passée en PowerPoint et j'étais en LibreOffice. Dernier élément de ces représentations ou de ces points de vigilance, c'est que parfois on se dit, du moment qu'ils écrivent, parce que c'est vrai qu'ils écrivent énormément, ils font beaucoup de choses en ligne, les adolescents, on peut se dire, tant mieux. Et ce qui va en général avec, c'est de dire que le numérique permettrait le développement de pratiques d'écriture enfin démocratiques. C'est-à-dire que il suffit d'avoir un smartphone et au moins tout le monde peut écrire. On est moins aussi centré sur la norme. En fait, mais c'est extraordinaire. Voilà, ça. D'habitude, je les mets en PDF et je crois que ça aurait quand même été mieux. Je reviens. Non, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Je pense que ça vous perdrez rien. Simplement, c'était une capture d'écran de Wattpad et un autre de fanfiction. Donc c'est une enquête exploratoire que j'ai commencé à faire sur ces deux-là, en essayant de regarder en quoi est-ce qu'au fil du temps, les usagers de Wattpad adapter leur pratique d'écriture aux dispositifs techniques et aux valeurs de Wattpad. Hein. Et l'autre, c'était fanfiction. Et alors, ce que j'ai pu observer, mais je ne serai pas très longue là-dessus, c'est qu'effectivement, tout ne se vaut pas.
Écrire sur Wattpad, ce n'est pas la même chose qu'écrire sur fanfiction.net. Wattpad, on est dans un régime de la visibilité et de la recommandation typique de l'industrie de la lecture-écriture aujourd'hui. Fanfiction, on est sur quelque chose qui est très différent en termes d'attente et de pratique de lecture. Je vais conclure. Pour aller vers une perspective didactique, même si ce n'était pas le centre de mon propos, à partir de mon travail et de ce que j'observe, je dirais qu'on a là une diversité de pratiques, et même le terme diversité est un peu faible, mais qui demande un travail d'objectivation et de renouvellement épistémologique sur la littératie. C'est-à-dire, on a depuis une dizaine d'années vraiment le cœur même de ce que l'on appelait la littératie qui a changé. Vous voyez bien que littératie numérique, d'ailleurs, est un terme qui est assez récent, qui est approprié par des disciplines extrêmement diverses, qui parfois vont plus vers le code et d'autres vont plus vers la culture. Et on sent bien qu'on a beau utiliser le même terme, de quoi on parle finalement. Moi, j'aurais tendance à le rapprocher de ce que disait Elisabeth Bauthier il y a quelques années de la littératie étendue, en disant il y a un déplacement du texte vers l'information. Et en particulier, je dirais même un déplacement du texte vers la donnée, vers du signal informatique. Et que dans cet enjeu-là, on n'a pas exploré toutes les conséquences épistémologiques. Et que si on a une perspective didactique à développer, probablement qu'il faudrait... je suis sûre qu'il faut développer la réflexion sur les modalités de publication, sur la mise en visibilité des textes et les enjeux économiques qu'il y a derrière, sur la territorialisation de soi que ça peut déclencher, et le contexte d'industrialisation de la lecture et l'écriture qui n'est pas anodin. Je vous ai mis en dernière image, en quelque sorte, un petit peu cette littératie étendue qui est en acte là par des collégiens, là, en l'occurrence, qui en fin d'année se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire de leur fiche papier qu'a donnée l'enseignante, qu'ils ont surligné au feutre, et il faut la ranger dans le classeur. La prof de français va vérifier l'organisation du classeur. Cette fiche est arrangée partie séquence ou fiche brevet. Là, on a des questions d'indexation, des questions d'organisation des savoirs qui se posent derrière cette idée-là. En même temps, ça donne lieu à une activité sur Facebook, des questions, des réponses. Et vous voyez, là, on est bien dans une littératie étendue, ou on pourrait appeler aussi de textes composites, quasiment à l'écran plutôt. Et voilà, comment est-ce qu'on fait pour repérer les compétences en jeu et didactiser ces éléments-là. Je m'arrête là, je vous remercie. Très bien, donc le temps que Violaine ouvre sa présentation. Merci Elisabeth. Donc, étudier les chroniques, une fenêtre sur de nouvelles pratiques de littératie. Donc, les chroniques, c'est un type de récit publié sur les réseaux sociaux et que nous étudions avec Nadia Maillard, avec laquelle j'ai préparé cette communication, avec laquelle je travaille sur cet objet depuis maintenant 4 ans. Bon, c'est un objet qu'on a étudié avec des entrées théoriques très diverses. Et pour gagner du temps sur la présentation de l'objet lui-même, des pratiques de littératie qui vont avec, des compétences sous-jacentes à cette pratique et des représentations qui s'y développent, je vais être très expéditive sur le cadre théorique et muette sur la question méthodologique, sur la reconstruction du corpus, des limitations, etc. Donc la question du cadre théorique, en fait, il est vraiment hétérogène. La question de genre est centrale pour nous et a été fondatrice au départ, puisqu'on s'est interrogé sur la pertinence qu'il y avait à parler d'émergence d'un genre nouveau. Donc on a mobilisé des outils classiques d'analyse du discours quand on travaille sur le genre, de Bakhtin à Moirand, en passant par Béaco et d'autres. Donc, en fait, j'ai mis des références de nos articles qui renvoient à nos références, qui donnent nos cadres théoriques. On s'est beaucoup interrogé sur la question des répertoires, de l'hétérogénéité, en fait, des répertoires langagiers des jeunes qui écrivent ces chroniques.
Et on s'est du coup intéressé à la question de la variation. Donc là, on s'est invité dans le champ de la sociolinguistique, même si on n'est peut-être pas tout à fait légitime dans ce champ-là. Et ces travaux qu'on a fait sur l'hétérogénéité se sont notamment inspirés des travaux de Patricia Lambert, qui a d'ailleurs travaillé un peu avec nous, défriché un peu avec nous ces corpus au départ, de Cyril Trimaille, qui ont tous deux travaillé sur les pratiques langagières de jeunes. Mais je pourrais citer aussi Michel Ozano, Caroline Juillard, Mallory Leclerc, qui ont beaucoup travaillé aussi sur ces questions de normes contextuelles dans les pratiques langagières des jeunes. La question de la construction discursive des identités, elle s'est imposée à nous. C'est vraiment l'objet qui nous a poussé à nous interroger sur cette question, parce qu'elle est très présente, on va le voir, c'est un des enjeux, construire son identité à travers ces récits, à travers les commentaires qu'on fait des récits. Et là, c'est entre autres la notion de catégorisation, telle que Mondada, entre autres, a pu la travailler, qui nous a nourris. Et puis, bien évidemment, on s'inscrit de plus en plus clairement, c'était pas forcément clair au départ quand on a commencé, mais dans des questionnements autour des littératies. Alors, littératie numérique, en fait, moi, j'ai pas de religion, parce que j'ai peut-être probablement pas encore assez réfléchi à la question. Ça me va, moi, de parler de littératie numérique pour ceux qu'on regarde comme objet. Et évidemment, du coup, des questions de multimodalité, de pratiques de littératie multimodale, qui vont être au cœur de la présentation d'aujourd'hui. Alors, les chroniques en quelques clics pour vous introduire à cet univers. Si vous cliquez chronique, vous tapez chronique dans Facebook, c'est un des réseaux dans lesquels elles sont publiées. Vous allez entre autres vous allez trouver des dizaines et des dizaines, plutôt des centaines de chroniques, et entre autres vous trouverez celle de Soraya, publiée en 2017. Donc vous arrivez sur c'est une page, hein, tout le monde peut y accéder, c'est public. Et là vous avez le dernier post qu'elle a fait, donc elle était déjà dans ce qu'elles appellent une after, c'est-à-dire que la chronique était terminée, elle était en train de faire un récit qui suit la chronique, et donc vous avez un épisode qui commence de l'after. Si vous cliquez sur photo, vous allez accéder à des albums dans lesquels il y a un album pour l'after et un album pour la chronique. C'est le troisième, celui avec la jeune fille, où sont rangés tous les épisodes qui ont été postés au fil du temps sur l'espace. Et si vous cliquez sur cet album de la chronique, vous avez des images qui correspondent à chacun des épisodes. Et si vous cliquez sur la première image, vous aurez le premier épisode de la chronique. Donc la chronique commence « Hola, ¿cómo estás ?» Mort de rire. « Bon, j'arrête de faire l'espagnol. Moi, je m'appelle Siana. Mon histoire débute à l'âge de 17 ans. Je suis d'origine algérienne, Taïa Jazaïr. Ma gueule, on est partout. À Soul, je vis à Paris avec mes deux frères, ma petite sœur, etc. » C'est un récit absolument canonique, vous allez le voir. C'est-à-dire qu'elle respecte absolument les codes de l'incipit de la chronique. Et ben je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour représenter en quelques clics l'univers des chroniques. C'est un genre qui est en train de se stabiliser. Je vais vous en donner quelques aspects de cette stabilisation du genre. Enfin, on peut s'interroger, disons, sur une forme de stabilisation ou d'institutionnalisation du genre depuis 4 ans. Nous, on a pensé, au bout de 2 ans où on travaillait dessus, ça a commencé en 2010 à peu près, on a pensé, en 2016, on s'est dit c'est fini, on est sur un objet qui est complètement mort. Et en fait, pas du tout. On s'est rendu compte, non seulement qu'il y avait encore des chroniques qui étaient publiées régulièrement, qui apparaissaient sur Facebook, mais qu'elles étaient en train de migrer sur Wattpad, notamment. Et donc, quand vous cliquez chronique sur Wattpad, vous vous rendez compte que c'est un genre tout à fait identifié, même si vous voulez commencer à écrire un texte sur Wattpad, vous allez devoir l'identifier comme appartenant à un genre. Donc vous avez par exemple le choix, dans le menu déroulant, vous avez fanfiction, vous n'avez pas chronique. Mais je ne serais pas étonnée qu'à un moment il y ait chronique. Il y en a tellement des chroniques qui s'identifient que je sais pas, je connais pas bien, enfin pas du tout même le fonctionnement de ces réseaux, mais je suppose que ça pourrait arriver. Alors c'est un genre nouveau, mais en même temps c'est un genre qui n'existerait probablement pas s'il n'avait pas été précédé par beaucoup d'autres pratiques d'écriture. On peut notamment le relier aux pratiques d'écriture de type autobiographique, qui ont été entre autres étudiées par Lejeune, tout ce qui est journal, récit de vie. On peut le relier à l'écriture en feuilleton, du type roman-feuilleton du 19e siècle. Là, je vous ai pris un roman-feuilleton apparemment emblématique. Je ne suis pas non plus spécialiste de ce type de littérature, ou d'aucune littérature d'ailleurs, mais c'est le premier roman feuilleton apparemment de Balzac. Et puis, on peut le relier aussi au Bildungsroman ou aux écrits de type roman d'apprentissage, récit d'apprentissage, puisque ces jeunes filles racontent dans les chroniques, donc nous travaillons sur ce qu'elles appellent des chroniques réelles, c'est-à-dire autobiographiques, et elles racontent la fin de leur adolescence et l'entrée dans l'âge adulte. Ça, je passe, pour être raisonnable.
Donc, je vais maintenant vous parler des compétences sous-jacentes à cette pratique, ou des compétences qui se développent dans cette pratique. D'une part, on remarque que c'est une écriture au long cours qui va venir... donc là, j'ai repris, vous avez vu, des avatars, des icônes qui sont sur la carte mentale qui vous a été distribuée, qui est là. Et donc, c'est la question des enjeux, et donc dans ces enjeux, la question des compétences. Donc c'est une écriture au long cours, il faut s'y tenir. L'écriture de la chronique en elle-même, c'est entre 3 et 6 mois, donc ça c'est la deuxième ligne, mais la page sur laquelle est écrite la chronique peut être animée pendant des années. C'est le cas par exemple de Petite Cendrillon, amoureuse du prince du ghetto, qui depuis 2011 est encore active. Alors beaucoup moins maintenant, mais régulièrement la chroniqueuse continue à poster des petits messages à la communauté de lectrices qui s'était construite autour d'elle. Le nombre de parties est très souvent autour de 100, c'est un chiffre manifestement magique. On a beaucoup de chroniques qui vont en 98, 100, qui s'arrêtent à 100, et après on arrive dans des after-crows. C'est une autre compétence évidente, enfin, je ne sais pas si l'écriture au long cours c'est une compétence, mais enfin, en tout cas c'est une caractéristique de cette écriture. Maintenant, il y a vraiment des compétences de littératie multimodale qui se manifestent. On a juxtaposition, ah ben non, moi aussi j'ai des surprises. On a juxtaposition de photos et incrustation de textes dans les photos. Donc juxtaposition de textes avec des photos et incrustation de textes dans les photos. On a aussi, mais de manière très modérée par rapport à d'autres types de littérature numérique qui ont pu être étudiées par exemple par Macrous, mais qui sont des écritures plus légitimes d'écrivains, disons, patentés. On a un peu d'hyperlien qui envoie par exemple vers un lien YouTube. Voilà, mon amoureux m'a passé cette musique et je vous la mets en lien. Donc si vous cliquez sur le lien qui est dans le récit, là vous allez arriver sur Gilbert Montagnier en train de vous chanter « On va s'aimer ». Mais c'est pas massif. En fait, l'écrit est très largement dominant et on va en reparler. Et puis, bon, il y a dans les compétences sous-jacentes la compétence qui est liée au respect d'un genre, à l'appropriation d'un genre et en fait à la construction d'un genre, puisqu'elles l'ont collectivement co-construit ce genre. Donc ce genre il se caractérise entre autres par le fait qu'il y a un pacte autobiographique qui est noué avec le lecteur, ça c'est un terme de Lejeune. Il y a des thématiques récurrentes dans ses écrits. C'est une écriture feuilleton dont elle joue très fortement, c'est-à-dire que la fin des épisodes tient très souvent le lecteur en haleine et on attend qui est en train de passer un coup de fil ou qui est en train de toquer à la porte. Et puis il y a une forte prise en compte du lectorat que malheureusement je ne pourrais pas vous développer, mais qu'on a beaucoup étudié dans un texte paru dans la revue Glottopole, où on essaye de s'adapter au lecteur, de prendre en compte les commentaires qu'il fait, de médiatiser, de lui donner des informations quand on fait des références religieuses, parce qu'on fait l'hypothèse qu'ils ne sont pas tous musulmans ou qu'ils ne sont pas tous chrétiens. Et donc, il y a vraiment une prise en compte du lectorat potentiel de la chronique. Et puis, bon, là, celui-là, on a essayé de l'illustrer un tout petit peu plus. Il y a dans cette compétence liée à la maîtrise d'un genre, celle du respect d'un format tout à fait routinisé, notamment celui d'incipit. Donc là, vous avez plusieurs incipits de chroniques, hein, et vous voyez avec le jeu des couleurs que systématiquement, il y a l'annonce du nom, l'annonce de l'âge, la présentation de la famille. En général, il y a la présentation des amis. En général, il y a des salutations qui, la plupart du temps, sont plurilingues, ce qui est aussi déjà une manière de catégoriser ses lecteurs. Mais en même temps qu'il y a le respect du genre, il y a un jeu avec le genre. Donc ça dépend aussi de la maîtrise des chroniqueuses. Mais vous avez dans la dernière, là, la pratique qui consiste à se présenter et commenter. Donc vous avez une sorte de recul. Petite présentation en 2 spi. Alors on commence par moi, car c'est moi qui écris. Tout d'un coup, elle s'amuse à justifier ce qui n'a absolument pas besoin d'être justifié. Mais c'est une manière de montrer sa maîtrise du genre. Autre jeu qui n'est pas cette fois de l'ordre du commentaire méta, mais qui est de l'ordre de la transgression, une chronique qui commence par « je ne me présente pas », les jaloux le feront pour moi. Puis en fait, ils se présentent quand même. Mais on a aussi des chroniques où il n'y a vraiment pas l'épisode de présentation et où on est dans une sorte de récit, une média res, qui immédiatement, on est tout de suite dans un escalier en train de courir. Enfin voilà, des choix littéraires de transgression. Alors là, on a vu
quelques aspects des compétences des chroniqueuses, mais on peut s'intéresser aussi aux compétences des lectrices, qui sont très actives. Donc d'abord, ce sont des lectrices, j'allais dire compulsives, c'est peut-être pas le mot, mais enfin en tout cas qui lisent beaucoup et qui commentent le fait qu'elles lisent beaucoup. Donc là, on a mis quelques commentaires juste pour une chronique, d'où les lectrices disent à quel point elles ont lu, relu, lu très rapidement, passé du temps, fait des nuits blanches, etc. pour lire la chronique. Et puis, on a d'autres... je suis en train de voir que ce n'est pas la bonne version du PowerPoint. C'est pas grave, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais, donc, on a aussi, dans les compétences des lectrices, tout le travail de republication que font les lectrices. Alors, les lectrices, d'un côté, inventorient. Donc elles font des pages où elles recensent toutes les chroniques qui leur plaisent, elles les catégorisent. Alors il y a les chroniques de la religion, il y a les chroniques de gars, il y a les chroniques, c'est essentiellement des filles qui écrivent, mais bon, il y a des exceptions, ou en tout cas il y a des identités affichées très rarement, mais parfois comme masculines. Donc elles font des catégories, et puis parfois elles republient, soit parce que la chronique a disparu, soit parce qu'elles ont peur qu'elle disparaisse. Et quand elles republient, elles font des commentaires méta qui manifestent une compétence... Alors, on va voir différents types de compétences orthographiques, stylistiques. Donc là, vous avez un commentaire avec la republication de Chroniques zaïroises Love d'un rebeu. Elle dit « C'est une histoire vraie à l'ancienne, 2011, comme je les aime ». Donc, on voit que là, ce n'est pas un commentaire de la chronique, c'est un commentaire du texte. Et dans les republications, alors là on a trouvé, c'est une perle qu'on a retrouvée très récemment et qui nous a beaucoup interpellés parce que c'était sur une chronique dont on avait travaillé la version originale, et puis on a trouvé, enfin je dis on, c'est Nadia qui a trouvé une republication de la chronique avec le commentaire suivant. Avant de commencer, je voulais vous dire qu'à l'ancienne, je ne faisais pas très attention. Mais notre Camélia, donc Camélia, c'est la chroniqueuse qui a publié originalement cette chronique, a vraiment détruit la langue française. MDR, en lisant les parties non corrigées, je me dis comment on fait pour être aussi aveugle ça. Mais bon, je fais du mieux que je peux pour corriger les fautes, sans rien modifier, pour ne pas que ça fasse trop écrivaine, comme elle le dit. Vous verrez à quoi elle fait référence plus tard. Et en plus de ça, si la chronique, je l'aurais corrigée en mode philosophe, le goût de relire une chronique comme avant ne serait pas là. Je ne sais pas si vous m'avez comprise, mais bon, MDR, revenons à la chronique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de transformation? On a des transformations orthographiques, comme vous pouvez les voir. Donc, vous avez d'abord le texte modifié, puis en dessous, vous avez le texte original. Mais il y a aussi des transformations syntaxiques, puisque vous avez la postposition de l'interrogation. Ça venait d'où, qui est devenu d'où ça venait, pour regarder d'où ça venait. C'est une question indirecte. Donc, des modifications, à la fois nombreuses et réduites. Alors, quelques-unes des représentations des chroniqueuses sur l'écrit qui nous interpellent. D'abord, ça, c'est pas une représentation des chroniqueuses, c'est nos représentations de ce que sont les pratiques langagières des jeunes de banlieue. On voit tomber l'idée que c'est un univers de la chat, comme dit Maury. On est bien dans un univers très fortement scriptural, littéracier. On a des jeunes qui n'ont pas du tout que 500 mots à leur actif, comme on l'entend parfois, même dans la bouche de certains sociolinguistes dans Télérama. Ils ont non seulement beaucoup plus, mais en plus toute une maîtrise des questions, de variations, et ils savent très bien jouer dans leur écriture de la question de la variation. Et ils révèlent... L'étude de ces chroniques nous révèle des compétences de littératie complexes avec ce qu'on a évoqué, de pratiques de multimodalité, de compétences métalangagières, orthographiques, stylistiques, etc. Alors là, j'avais prévu une toute petite vidéo que je vous raconte en 2 minutes et on va gagner du temps. C'était 1 minute de montage que j'avais fait à partir d'une vidéo YouTube d'un groupe de fans d'une chronique un peu emblématique du début des chroniques, d'un Book in Love, et qui ont fait une petite vidéo en hommage aux chroniqueurs. C'était un chroniqueur, identité masculine. Ce qui est intéressant dans cette petite vidéo qu'elles ont postée sur YouTube, c'est que d'abord, ça commence par de l'écrit. C'est-à-dire que c'est des textes qui sont affichés. Puis ensuite, on entend les filles, une à une, venir témoigner de ce que leur a apporté la lecture de cette chronique, et de pourquoi elles l'ont aimée, en quoi ça les a fait évoluer. Mais on a aussi des textes qui se superposent à ces témoignages. Et ces témoignages de ces filles sont manifestement très planifié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hésitation, on est dans un oral extrêmement préparé.
Alors, pourquoi ça m'intéresse? Parce que cette forme d'oral extrêmement préparée peut probablement éclairer la modification du regard qu'on peut porter sur l'écrit grâce à ces chroniques et à d'autres formes de pratiques langagières sur les réseaux sociaux. Je prends ici un extrait de Daben, en 91, évidemment il faut resituer, auquel on doit notamment de s'être intéressé à ce qu'il appelait les écrits extraordinaires, mais donc derrière ce qu'on appellerait plus simplement les écrits ordinaires. Il dit la reproduction à l'oral comporte une part de recréation et elle efface la signature individuelle. Ce n'est pas du tout le cas dans les posts YouTube, où à chaque fois qu'on le regardera, ça sera le même message qui sera diffusé. Ensuite, il dit, c'est toujours, alors qu'avec l'écrit, c'est toujours la même histoire qui est lue par d'innombrables lecteurs. On voit bien que ce n'est pas du tout le cas avec les chroniques. Ce n'est pas la même histoire qui est lue au fur et à mesure des republications. Et donc, quand il nous dit cette tradition pèse lourd sur la sacralisation de l'écrit, on peut se dire que les modifications qu'on vient d'évoquer sur donc les possibilités de transformation de l'écrit et au contraire de figement de l'oral jouent probablement dans un jeu de sacralisation, désacralisation de l'écrit, sur lequel je veux conclure maintenant. Donc, entre laïcisation et sacralisation de l'activité d'écriture, ou le titre que j'avais donné, c'est qui était une sacralisation d'un écrit désacralisé. Alors, en quoi il y a laïcisation? Il y a abondance d'écrits qui sont rendus publics sans filtre éditorial. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de désintermédiation, parce que j'ai bien compris que c'est plus compliqué, mais on peut quand même dire qu'il n'y a pas de filtre éditorial, ce qui va jouer dans cette laïcisation. Et puis, c'est des écrits non fonctionnels qui se présentent parfois comme affranchis des codes littéraires, avec une jeune chroniqueuse qui dit « Excusez-moi, moi je ne fais pas ma meuf écrivaine ». Donc justement la camélia de tout à l'heure. En quoi il y a célébration de l'écriture et une forme de sacralisation de cet écrit qui est désacralisé? On a une mise en discours de l'entrée en écriture. C'est un événement. On le voit par exemple dans des dialogues entre chroniqueuses et lectrices où les lectrices disent « Mais comment tu en es venue à écrire ?» Et ou alors dans une chronique où à la fin de la chroniqueuse raconte son entrée en écriture. C'est-à-dire qu'au moment où elle termine sa chronique, elle fait une sorte de flashback et elle raconte le jour où elle s'est mise à écrire et tout ce que ça a impliqué quand elle a publié, qu'elle s'est déconnectée, qu'elle s'est reconnectée, qu'elle est allée voir s'il y avait des commentaires. Donc elle raconte par le menu et comment elle en est venue à écrire en fait, et toujours par la lecture. Autre élément de célébration de l'écriture et de sacralisation de cet écrit désacralisé, l'utilisation de l'écriture manuscrite qui est mise en scène dans cette activité d'écriture. Alors, est-ce qu'elle est censée précéder le numérique? On ne sait pas exactement. Par exemple, dans cette chronique, la première image pour le premier épisode, c'est un jeu graphique un peu de type tag, mais manuscrit. Mais on va le voir aussi dans ces images qui sont là, donc qui servent d'affichage pour chacun des épisodes, mais qui sont en fait ce qu'elles appellent des cadeaux envoyés, enfin c'est nous qui avons appelé ça des cadeaux, mais c'est des envois faits par les lectrices. Donc au début, quand la chronique commence, c'est la chroniqueuse qui choisit ses photos. Et puis en fait, au fur et à mesure qu'elle a un fan club qui se développe, les lectrices lui envoient ce qu'elles appellent des montages. Et il y a des lectrices qui se catégorisent comme monteuses. Ça devient presque une identité en soi. Et dans ces photomontages, on voit réapparaître l'écriture manuscrite en alphabet latin, en arabe, où là c'est juste le nom des deux personnages qui est écrit, soit des athèmes. On voit aussi une mise en scène des emblèmes de l'écriture avec le stylo. Enfin, ça rappelle un peu ce que montrait tout à l'heure Elisabeth Schneider, mais on voit le stylo, on voit la main en train d'écrire, et tout ça, ce sont les lectrices qui l'ont envoyé. Donc, ce que je considère comme pouvant relever d'une forme de sacralisation de l'activité d'écriture. On a des références à la publication papier. Là, c'est une lectrice, qui a imprimé toutes les pages de la chronique, qui les a numérotées chacune en haut à gauche, alors que chaque épisode est lui-même à chaque fois numéroté. Partie 61, à chaque fois, elles écrivent le nom de la numéro de partie, mais elle a renuméroté comme si on était dans un livre. Et ça, c'est l'image du livre, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les pages de chronique. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont mettre le nom de leur chronique sur la première de couverture d'un livre pour donner une dimension livre. Et puis la question, que je n'évoque pas là, mais de publication papier est extrêmement présente dans l'univers des chroniques. Il y en a qui finissent par être publiées. Et puis il y a la question de être du monde de l'écrit ou ne pas en être, qui est thématisée dans les chroniques. Donc là, je prends un exemple. C'est une chroniqueuse qui raconte comment son ami, donc ça c'est le deuxième paragraphe, lui écrit une lettre et lui dit « Moi, je ne suis pas un gars de l'écriture. Sou fait une demande de parloir, Salam. Donc, ce qu'il veut, c'est la voir et lui parler. Il est en prison, vous avez compris. Donc, il lui écrit.
mais pour lui dire qu'il ne sait pas écrire, tandis qu'elle, quand elle lui écrit, elle est dans une recherche, donc elle parle aussi de comment elle lui écrit une lettre, c'est le premier paragraphe, écrire plus ou moins un truc qui me ressemble, ça me faisait du bien de lui avoir écrit, et on la sent se décrivant comme étant plutôt quelqu'un de l'écriture. Et je termine sur la question du respect de l'orthographe, mais c'est un point parmi d'autres qui est aussi très discuté dans les échanges de chroniqueuses, dans les republications, on l'a déjà un petit peu vu. Alors, c'est un commentaire d'une lectrice. Ouais, je viens de finir ta chronique, j'ai commencé hier soir, elle est grave passionnante, mais sérieux, pense à te relire parce qu'il y a des fautes en pagaille. Hormis ça, vivement la suite 1. Alors, bien sûr, l'orthographe du message peut faire rire, mais on est dans un commentaire. Donc, les codes orthographiques attendus ne sont pas les mêmes que dans le. Ça ne veut pas dire voilà, il y a une variation de l'orthographe aussi dans ces espaces. Mais enfin, la réponse tout de suite d'une lectrice, quelques minutes après. Mais mince, alors, on s'en fout de ça. Bip, de faute, j'aime pas les tantines comme ça, là. Donc c'est une chronique d'une Zaïroise, donc les tantines, elles vont. Enfin, j'aime pas les filles comme ça, j'aime pas qu'on critique les questions de l'écriture. Et donc, bon, là, je mets ça comme question de la fin, parce que j'ai vraiment pas de réponse, mais ça interroge cette question de l'insécurité scripturale dont avait parlé Daben, qui se manifeste par des tensions entre des pratiques et des représentations et des discours sur les pratiques. On a ça, mais en même temps, on voit qu'elle bouge, cette insécurité scripturale, et qu'elle n'est certainement pas la même qu'il y a 20 ans, 20 ans, 30 ans, voilà, aujourd'hui. Merci, Violaine. Alors là, nous allons passer à l'intervention de Magali Brunel, qui attend depuis un moment. Normalement, on devrait voir son diaporama. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien, Magali. Bon, eh ben, c'est magnifique. Parfait. J'attendais j'écoutais avec grand intérêt les propos de mes collègues, donc voilà, je patientais, mais avec profit sur l'écoute des prestations précédentes, et je vais essayer de m'inscrire dans la continuité des propos déjà tenus. Très bien. Alors, on t'écoute. Merci. Merci. Les fanfictions se définissent, commençons par définir le genre dont je vais vous parler, comme des récits fictionnels écrits par des fans qui prennent appui sur des œuvres préexistantes admirées, qu'elles soient littéraires ou non, et qui ont souvent remporté un grand succès populaire. Ces récits empruntent l'univers diégétique de l'œuvre source et se proposent, à partir d'un événement de l'intrigue originale, de faire bifurquer l'histoire et de créer un monde parallèle, mais aussi concurrent, de celui qu'avaient élaboré les scénaristes ou l'auteur officiel, je cite François. Elles sont particulièrement pratiquées par un public jeune, en particulier féminin, et je rejoins le propos précédent, dans le contexte de pratiques sociales privées. Et plus largement, elles ont migré depuis les années 2000 environ sur Internet, formant des espaces numériques lettrés où se conjuguent aujourd'hui, en réalité, plusieurs types de productions, au point que Lacelle Boutin et Lebrun désignent ces espaces comme blogs de fanfiction, des lieux où se rencontrent finalement l'intra- et l'extra-textuel. Or, le potentiel didactique de ces formes langagières paraît prometteur. La plupart des auteurs qui ont travaillé sur ces genres considèrent que dans les pratiques de fanfiction, apprendre devient un véritable mode de participation. Je vous cite ici Fanny Barnabé. C'est ce qui justifie la tentative que nous avons engagée de manière exploratoire depuis 2 ans d'adapter un blog de fanfiction au collège, et c'est ce qui justifie ma présence au cours de ce symposium. Alors, dans mon propos, va s'articuler une réflexion autour des grands mots-clés que mes collègues ont fait également, ont utilisé comme pivot, avec une singularité, on va dire. La première, c'est que, de mon côté, le genre numérique adolescent, c'est la fanfiction. Et d'autre part, la méthode ou la démarche qui est la mienne, c'est une démarche didactique, expérimentale et tout à fait, je le rappelle, exploratoire. Alors, la circulation dans la carte mentale qui sera la mienne, je vous propose un petit chemin qui commence par aborder cette question du déjà là,
Ça nous permettra de situer un petit peu la recherche. Dans un deuxième temps, nous chercherons à expliciter notre démarche de didactisation en cherchant à saisir comment de la pratique sociale vers la ressource didactique se saisissent des continuités et s'opèrent des choix. Puis nous aborderons les enjeux de la pratique de la fanfiction en classe. Et enfin, nous réfléchirons au rôle de la fanfiction dans l'évolution des représentations de l'écrit des élèves, quand on sait l'importance de ces mêmes représentations dans l'apprentissage. Alors, commençons par cette affaire de Déjà là. Déjà là que l'on va solliciter de manière triple finalement dans notre réflexion. Tout d'abord, comme référence à une tradition littéraire et scolaire. Même si elle apparaît comme une pratique contemporaine, la fanfiction s'inscrit dans une continuité de pratiques littéraires très anciennes. L'emprunt, l'imitation, la réécriture sont des procédés bien connus, valorisés depuis l'Antiquité jusqu'à la période romantique. Et cette doctrine de l'imitation et de la variation, elle est même absolument centrale dans l'esthétique classique. On la retrouve dans tous les arts poétiques, et je vous cite ici un éminent spécialiste de la poésie classique qui rappelle les principes de création du XVIIe siècle. Littérature d'imitation, le classicisme prétend à une imitation-émulation qui sélectionne et transforme ses modèles, tremplin à l'invention personnelle. On imite l'autre pour mieux devenir soi-même. Il me semble que c'est tout à fait applicable à la notion de fanfiction. De plus, la réécriture, l'imitation et la variation constituent également des exercices scolaires traditionnels. Je vous cite pour exemple les propositions de suite de texte, changement de point de vue, réécriture dans un autre registre, qui sont des sujets fréquents, y compris certificatifs. Voici pour exemple un sujet donné il y a 2 ans au brevet des collèges et un sujet donné l'année dernière au baccalauréat de français. Il s'agit dans les 2 cas de suite de texte. Donc si la fanfiction constitue une pratique sociale numérique nouvelle, elle se réfère finalement à des pratiques déjà là, qu'elles soient littéraires et scolaires, et elle en constitue finalement une forme de renouvellement dans des contextes inédits. Deuxième aspect du déjà là, eh bien, il me semble que la fanfiction est un genre qui se nourrit bien d'un déjà là, celle de l'œuvre littéraire première. Le fan qui écrit peut être considéré comme un pilleur, un braconneur, si on se réfère à De Certeau. Il déjoue ainsi les produits culturels qui sont pensés pour le fixer dans une posture de consommateur et devient par son écrit un ouvreur, en quelque sorte, du sens de l'œuvre, d'un canon que l'auteur avait programmé. Il est le braconnier des terres d'un autre, proposant au déjà là de l'œuvre d'autres possibles, entrant en concurrence ainsi avec l'auteur lui-même. Jenkins, qui souligne cette forme de refus du seul statut de lecteur du fan, précise: les fans de médias sont des consommateurs qui produisent, des lecteurs qui écrivent et des spectateurs qui participent. Enfin, troisième référence, on va dire, ou troisième appui sur la notion de déjà là, lorsqu'on se positionne dans le contexte d'une adaptation de la fanfiction à l'école, eh bien choisir de transposer une fanfiction dans la classe, c'est choisir aussi de s'appuyer sur des pratiques informelles privées. Alors, quelles sont-elles, ces pratiques informelles privées des adolescents, des collèges et des lycées ? 2 enquêtes récentes d'Ipsos et ONL nous renseignent. Elles soulignent d'une part le fait que les adolescents se détournent de la lecture à partir du collège et en même temps qu'ils développent leur activité sur Internet. Que nombre d'entre eux lisent des fanfictions, en particulier donc pendant cette période du collège et du lycée, que plus d'un tiers d'entre eux lisent des livres numériques et qu'un certain nombre, entre 5 et 10%, écrivent des fanfictions. De plus, leur pratique de lecture se concrétise dans des participations à des forums et dans des discussions sur leur lecture sur réseaux sociaux. Autrement dit, les élèves ont des pratiques privées de lecture et d'écriture qui sont liées au numérique. Et en même temps, ils sont un public aux pratiques de lecture classique, on va dire, qui déclinent. Il y a donc
selon nous, un intérêt à s'appuyer sur ce déjà-là, ses pratiques, ses compétences et ses goûts, dans un projet d'apprentissage, si l'on considère qu'il peut être un levier d'enseignement. Alors, deuxième point de notre propos, caractérisation. La caractérisation que nous allons faire consiste à s'appuyer d'une part sur la saisie des pratiques et des productions de fanfiction, des pratiques sociales, pour aller vers une caractérisation de la tentative d'utilisation scolaire qui a été la nôtre dans notre recherche exploratoire. Alors, quelques éléments pour saisir donc les caractéristiques de la fanfiction pratique sociale, on va dire, qui nous ont particulièrement intéressés. D'une part, la fanfiction, elle se caractérise par une articulation constante entre lecture et écriture. Le fan qui écrit présente à travers sa fanfiction sa vision de l'œuvre, de l'histoire des personnages. Il est d'abord un lecteur, mais un lecteur créatif, créateur. Et en même temps, il partage son écrit avec une communauté de lecteurs. On revient là vers la lecture, et on voit bien que le blog fonctionne dans une circulation constante entre activités de lecture et d'écriture. Deuxième aspect, sur une plateforme unique se croisent, se complètent des productions variées. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de déposer des fanfictions sur un espace qui ne sert que d'hébergeur. Il y a aussi dans les blogs de fanfiction des espaces de partage, de réflexion et de discussion, que sont les forums. Et enfin, des espaces de réaction et de commentaires nombreux, au point que dans les sites de fanfiction, très souvent, sont explicitées les attentes concernant ces espaces où doivent être déposées des réactions et des commentaires de lecteurs. Donc, comme on le voit, un membre d'un blog de fanfiction actionne des postures scripturales différentes, celle du lecteur qui réagit par écrit, celle du scripteur qui développe une posture créatrice, et celle également du scripteur qui se positionne dans une posture méta-discursive. Alors, de ces caractéristiques du genre social ont été en quelque sorte tirés des éléments pour une transposition scolaire de la fanfiction, celle que nous avons expérimentée. Pour réaliser cette adaptation, nous nous sommes appuyés sur le modèle didactique du genre de Pietro et Schnelly, dont je dis simplement un mot. Pour eux, les genres enseignés ne forment pas le décalque des genres sociaux. L'opération de transposition n'est pas transparente, mais elle est créative. En changeant de fonction, bien sûr, l'objet opère des mutations. Et le critère central de cette mutation, c'est l'efficacité pour atteindre les objectifs didactiques de transformation des modes de pensée et de parler des élèves. Je cite ici de Pietro et Schnelly. Alors, sur cette base théorique, eh bien, la visée didactique de notre projet a engagé un certain nombre de choix, des choix d'ordre éthique, technique, didactique et pédagogique. Le premier ordre de notre transposition est lié au contexte spécifique de l'expérimentation. Nous sommes dans le contexte scolaire et à son public, des élèves qui sont mineurs. Donc le projet d'exploiter la fanfiction dans la classe doit respecter le cadre institutionnel d'un établissement, l'éthique de la préservation des mineurs. Les travaux d'élèves, leurs noms, etc. n'ont pas à circuler sur Internet, et donc nous sommes appuyés sur les espaces numériques académiques, ce qui contraint, comme le soulignait tout à l'heure Elisabeth, ce qui contraint le format des productions. Nous nous appuyons sur la plateforme Moodle, ce qui contraint les formats. Par exemple, l'organisation des espaces va se faire à travers des wikis. Deuxième ordre de transposition qui est lié au projet didactique. Notre but, c'est que la fanfiction constitue une ressource pour enseigner de manière plus efficace en classe de littérature. Et donc, nous avons altéré certaines caractéristiques de la pratique sociale pour l'adapter à cette orientation. Alors, quels ont été nos choix ? Premier élément, du côté des objets, eh bien, le choix des œuvres n'est pas ici celui spontané des lecteurs, mais celui de l'enseignant. Puisque nous avons fait l'hypothèse que la fanfiction constitue un outil facilitateur de lecture, alors nous nous appuyons sur celle-ci
pour permettre aux élèves d'accéder à des œuvres auxquelles ils n'auraient pas accès de manière autonome. Et donc, les œuvres proposées par les enseignants s'inscrivent dans les programmes et contribuent à construire une culture littéraire qui puisse nourrir les élèves. Par exemple, ont été abordées cette année, dans une classe de 3e, La Vague de Todd Strasser, mais aussi Le meilleur des mondes d'Huxley ou La ferme des animaux d'Orwell. Deuxième élément d'évolution, du côté des propositions d'écriture, c'est l'enseignant qui a orienté les activités d'écriture, mais en faisant des propositions extrêmement larges, au contraire d'un sujet de rédaction qui, lui, est fermé et très souvent associé à des consignes nombreuses et normatives. Ici, l'enjeu est de permettre aux élèves de se sentir libres de leurs choix scripturaux, tout en leur proposant de s'inscrire dans des genres ou des formes inscrites dans les programmes scolaires. Donc, voici par exemple des propositions qui ont été faites, comme vous n'arrivez sans doute pas à lire tout à fait. Imaginez un lieu dans lequel se rend un personnage de votre choix pour le meilleur des mondes, permet de travailler par exemple la description. Ou alors changer de la fin de l'histoire va permettre de travailler la suite du texte. Enfin, du côté des modalités, tandis que la fanfiction s'inscrit de manière individuelle dans des sphères personnelles, sa transposition scolaire en classe, bien sûr, elle s'inscrit dans l'espace collectif et avec les contraintes des équipements technologiques des établissements. En résumé, c'est souvent un écran pour deux, par exemple. Alors ces contraintes, bien sûr, elles vont transformer la situation de communication et, par exemple, nous avons fait le choix d'organiser les phases d'écriture en binôme, non seulement parce que l'espace technologique nous y contraignait un peu, mais aussi parce que le binôme favorise les échanges et les discussions entre pairs, ce qui a un intérêt en didactique de l'écriture. Et puis nous avons combiné des moments où les élèves écrivaient chez eux avec des moments où il y avait des retours sur l'écriture asynchrone à distance qui s'étaient effectués dans la classe, des moments donc de retour sur l'activité produite. Pour résumer nos choix de caractérisation, on peut dire qu'il y a une forme d'inventivité, mais aussi de risque didactique à prendre entre d'un côté la préservation de ce qui fait le blog de fanfiction et les nécessaires adaptations que commandent les objectifs et la situation d'apprentissage. Alors très rapidement, je vais aborder les enjeux de cette expérimentation en soulignant que ce sont des enjeux didactiques, donc qui portent sur des savoirs et des compétences, mais bien sûr qui sont forcément et fortement liés à la formation de la personne et du citoyen, qui est la finalité ultime du projet éducatif. L'objet a été de s'appuyer sur les potentialités du blog de fanfiction à stimuler des postures de lecteurs et de scripteurs qui convergent avec les orientations sur lesquelles la didactique de la littérature a avancé depuis une quinzaine d'années, orientations dont les plus récents programmes pour le collège sont d'ailleurs largement marqués. Alors, premier objet ou premier enjeu, celui de développer un sujet lecteur. Et là, bien sûr, je vous parle de quelque chose que l'université de Grenoble connaît bien, qui est un paradigme familier. Il s'agit, du côté de la didactique de la littérature, de s'engager vers des formes de lecture qui facilitent l'identification au personnage, qui permettent au lecteur de reconfigurer personnellement l'œuvre, autrement dit, qui poussent vers la dimension identitaire de la lecture. Or, bien sûr, les lecteurs de fanfiction sont investis dans l'œuvre, puisqu'ils y adhèrent au point de s'en sentir fans, qu'ils sont immergés dans l'univers fictionnel de l'œuvre, et puis au-delà, quand ils prolongent le texte sous forme d'écriture, eh bien, en réalité, ils projettent leur reconfiguration personnelle de leur lecture, ce que des didacticiens de la littérature nommeront texte de lecteur. On voit que dans les programmes de 2015, par exemple, cette question de la littérature comme développement de la construction de soi est également une dimension importante. Deuxième enjeu, celui du développement de communautés de lecteurs. Là encore, je tisse un parallèle entre les travaux de didactique de la littérature, par exemple d'Anna Diaz ou Marion Sauvert,
qui ont mis en évidence le rôle des communautés dans le développement des compétences lectorales et sociales et identitaires, et les processus engagés dans la fanfiction qui sont fondamentalement participatifs et collaboratifs. Le lecteur concrétise son appropriation individuelle de l'œuvre en la partageant avec ses pairs, et de même, les échanges entre fans relèvent bien d'une forme de sociabilité lettrée qui lie les lecteurs entre eux et qui permet le débat et la confrontation. Troisième dimension, du côté de l'écriture, et en particulier de l'écriture créative, la didactique de la littérature privilégie, dans la lignée des recherches sur les ateliers d'écriture, l'écriture littéraire créative comme voie de développement de compétences littéraires, mais surtout du développement d'une posture d'auteur. Je fais référence aux travaux de Tovron et Sèvres ou de Le Goff et Larrivée, tout à fait récents, sur le développement de la posture d'auteur comme moyen de trouver un sens à l'activité d'écriture, mais également sur l'intérêt de dispositifs qui s'appuient sur le texte littéraire saisi comme terreau de l'écriture de l'élève. Dans la fanfiction, évidemment, en quelque sorte, tout cela se retrouve. Toute personne qui publie est considérée comme auteur secondaire et le texte est examiné, commenté comme texte d'auteur. Et bien sûr, l'auteur écrit à partir de l'œuvre dont il est fan, dans une démarche qui est finalement, elle aussi, aujourd'hui intégrée dans les programmes. Je trouve que cette citation de Tovron et Sèvres, qui évoque le travail d'un auteur comme une forme de compost, un lieu de ressassement et de digestion d'un texte premier, correspond bien encore à ce qui se passe lorsqu'on écrit une fanfiction. Enfin, dernier aspect ou dernier enjeu sur lequel je voulais venir avec vous, celui du développement de postures réflexives, qui sont des leviers d'apprentissage de l'écriture. Là encore, du côté de la didactique de l'écriture, de nombreux auteurs ont montré l'intérêt des activités métalangagières et je fais notamment référence aux travaux autour des ateliers d'écriture qui ont montré l'intérêt des activités de retour sur production. On ne peut que faire le parallèle avec ces espaces consacrés aux commentaires, voire à la justification de l'auteur, que sont les reviews ou espaces de commentaires dans les fanfictions. C'est une des dimensions que souligne Chapelain tout récemment dans un article concernant justement les pratiques médiatiques numériques. Donc là encore, la fanfiction recèle un potentiel que le didacticien peut utiliser et que nous avons essayé de réaliser dans notre expérimentation. Dernier temps de mon propos, il s'agira d'aborder cette question des représentations qui est finalement une des finalités de l'expérimentation que nous avons conduit. Deux dimensions à notre projet, à notre recherche. D'une part, il s'agit de chercher à déjouer des représentations négatives de l'écrit scolaire. C'est un aspect fondamental quand on sait que la question de la représentation conditionne l'appropriation et donc conditionne l'apprentissage. Je fais référence moi aussi à Daben, mais aussi à Barré de Mignac par exemple, ou Lafont Terranova. L'enseignement de la fanfiction, nous semble-t-il, permet de déjouer un rapport à l'écrit des élèves qui est souvent négatif en modifiant la relation de l'élève à l'écrit. De deux manières en particulier, par le changement de support, et nous soulignons avec Mathilde Miguet que les scripteurs n'ont pas à l'égard du texte d'écran le même sentiment que ceux qu'ils entretiennent à l'égard du papier, que l'écran est souvent perçu par les élèves comme un espace attractif, et que l'élève, en pratiquant d'autres gestes, n'a pas l'impression d'être dans son contexte d'écriture habituel. De plus, la proposition d'écrire des fanfictions, qui sont des textes que l'élève associe à des pratiques jeunes, attractives, change son regard sur la tâche proposée.
Donc la pratique de l'écriture fanfictionnelle, puisqu'elle est vécue en rupture avec les habitudes d'écriture des élèves, déjoue leur représentation négative. Au-delà, il nous semble qu'elle fait évoluer et qu'elle rend plus juste la représentation de l'écrit. Ce qui nous semble tout à fait important dans notre expérimentation, c'est le moment de l'éditorialisation. Enfin, finalement, c'est toutes les activités des élèves, mais c'est ce processus qui change la donne, puisque les productions se chargent alors d'un enjeu réel pour les élèves. Ils savent qu'ils vont être lus, ils se montrent extrêmement soucieux de la réception de leurs textes, et la plateforme constitue un véritable lieu de communication au sein desquels les activités de lecture et d'écriture prennent un sens. Le scripteur est lu, il produit pour un destinataire réel, il peut agir sur lui, il peut l'aider, l'influencer, le toucher par son écrit. L'ensemble de ces éléments, le rôle du support numérique, la spécificité de la pratique lettrée proposée, la prise de conscience des enjeux de l'écrit font évoluer le rapport à l'écrit des élèves de la classe testée. Nous l'avons mesuré dans notre expérimentation, j'ai fait peu référence à l'analyse proprement dite, mais voici quelques éléments qui nous permettent de mesurer cette évolution. Par la fréquence des interventions sur le forum, qui se sont multipliées au fil de l'année, et par l'allongement des productions fanfictionnelles des élèves. Alors, je conclurai en essayant de généraliser un petit peu la petite expérimentation menée pour essayer de réfléchir à, finalement, comment la didactique peut chercher à explorer des potentialités que nous semblent revêtir des pratiques littéraires adolescentes et que nous avons, je crois, toutes les trois soulignées. L'expérimentation fanfiction peut simplement nous donner l'occasion de réfléchir plus largement aux fondements qui pourraient légitimer une telle orientation. Il me semble qu'il y a au moins 3 dimensions à mettre sur la table, finalement. D'une part, les pratiques numériques adolescentes sont très largement des pratiques littéraciées, voire littéraires, et en ce sens, elles s'approchent des objets d'enseignement du français, et bien sûr, sans s'y superposer, et c'est justement là la difficulté. Ces pratiques, elles ne peuvent pas être transposées dans la classe telle qu'elle, bien sûr, et il y a donc une forme de créativité didactique à penser qui relève presque d'un exercice d'équilibriste, consistant à transformer sans dénaturer. Et enfin, se pose la question des limites de cette transposition. Si l'objet social devient un objet scolaire, eh bien, reste-t-il attractif ? Cette affaire de contournement du rapport à l'écrit scolaire négatif joue-t-elle encore ? Voilà, toutes ces questions, sans doute, sont à déblayer et à défricher dans la suite des recherches sur ces questions. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup Magali. Merci à toutes les trois infiniment pour vos présentations.